j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour ce nouveau webinaire dédié à l'entretien de vos presses. Alors avant de commencer, on va patienter les derniers arrivants. On va commencer le webinaire, à mon avis, aux alentours de 11h05. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer le programme de ce webinaire. Comme je vous ai dit, dédié à l'entretien de vos machines. On va pouvoir voir l'entretien de vos presses C-Cabot, mais également des presses Transmatic. Et enfin, on fera un petit point rapide sur tout le point des nouveaux accessoires présents pour ces deux machines. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi dans le chat. J'ai une petite tablette pour voir vos commentaires, afin de me dire si la vidéo vous voyez bien, si au niveau du son vous m'entendez bien également. Et on va pouvoir débuter tranquillement. Voilà. Alors, je vais poser ma tablette sur le côté parce que pour ce webinaire, pour le coup, on va vraiment regarder, et c'est pour ça que j'ai une deuxième caméra, on va vraiment regarder, on va dire, l'entretien brut de la machine. C'est pour cela que je vais, en fait, vous montrer les outils nécessaires, et vous allez voir qu'il n'en faut pas 500, on va dire, pour pouvoir entretenir votre presse. Déjà, rien qu'on verra, mais rien qu'un chiffon, ça permet de faire beaucoup en termes d'entretien sur votre presse, surtout de manière hebdomadaire. Donc voilà, n'hésitez pas pendant le live à me poser des questions, que ce soit en rapport avec votre presse, mais également de manière globale, en fonction de ce que je présente. Si par exemple on parle des vérins et que vous avez une question en rapport, il ne faut surtout pas hésiter à me couper, à faire une petite question dans le chat et je pourrai y répondre. Voilà, donc je m'occupe de poser la tablette. Comme je vous ai dit, donc webinaire entretien machine, il faut savoir que dans nos locaux, on peut réparer vos machines, d'accord? Donc imaginons que vous avez le moindre problème sur vos presses, qu'elles soient C-Cabot ou Transmatic, ou même d'une autre marque, en fonction de la marque du modèle de votre presse, il est totalement possible de l'amener dans nos locaux ou de l'envoyer dans nos locaux afin qu'on puisse réaliser une expertise, un devis de maintenance et la réparer pour vous la renvoyer. Donc ça, c'est totalement possible. Voilà, on a des techniciens disponibles pour pouvoir faire les réparations sur, comme je vous ai dit, les modèles forcément de la marque C-Cabot et Transmatic, mais également de toute gamme. Également, pendant ces réparations, il est totalement possible d'envisager une location des presses. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez une presse C-Cabot qui est en panne, vous avez besoin qu'elle soit réparée rapidement, vous souhaitez l'envoyer chez nous pour la réparer, il est totalement possible, pendant que cette réparation, qu'on vous renvoie, en fait, qu'on vous loue une presse C-Cabot de rechange afin de pouvoir vous aider et ne pas stopper votre production. Voilà. On va pouvoir commencer tranquillement là, le côté maintenance, et on va commencer par une C-Cabot semi-automatique qui va être, on va dire, 60% voilà, du marché par rapport aux presses, donc de ce que les gens ont chez eux. Donc, on va voir que sur les C-Cabot, l'entretien est assez simple, mais qui doit être fait, voilà, il doit être fait assez régulièrement, on va dire toutes les semaines, des points de vérification à surveiller et qui vont vous permettre de garantir une longue durée de vie à votre presse. Donc là, comme vous pouvez voir, on est sur un modèle Energy Saver. Donc ce qui change, c'est l'épaisseur du plateau chauffant, hein, mais avec un plateau standard, on serait sur exactement la même chose. Hein. Donc, modèle semi-auto, hein, à la fin du décompte, elle se relève toute seule, et on va y revenir après, de l'entretien de l'aimant. Là, très rapidement, nous avons un accessoire tiroir, et nous y reviendrons à la fin de ce webinaire, pour la présentation de ce chariot. Alors, avant de débuter, il est très important de savoir une seule chose, c'est qu'avant de réaliser un entretien d'une machine, le plus important, c'est le montage et l'installation. Pour cette presse-là, elle est livrée en 2 colis. Le premier colis avec le châssis et le boîtier, et un deuxième colis avec le plateau chauffant et le plateau inférieur. Ce qui est très important à surveiller pendant l'assemblage de la presse, ça va être au niveau du boîtier. Alors, je vais essayer de passer sur la deuxième caméra, et si vous pouvez au besoin me dire si vous voyez bien, je mets hop, ma petite tablette à côté au besoin pour la question. En fait, sur le boîtier, vous avez 2 câbles, un câble correspondant au plateau chauffant et le second à l'aimant qui est sur le châssis. Il est très important de bien faire attention. Sur ces câbles-là, vous avez un point blanc qui montre tout simplement comment bien brancher par rapport à votre boîtier le câble. Ce qui arrive dans des cas très rares, c'est qu'au lieu de
en fait, d'aligner les points blancs du boîtier avec le point blanc du câble. La personne va l'inverser et le brancher. Et en fait, ça ne bloquera pas, on pourra le brancher. Et en fait, le souci, quand c'est comme ça, c'est que ça va faire brûler les résistances du plateau chauffant, voire même de l'aimant. Et donc, avant même que la presse soit déballée, avant même que vous pouvez vous servir de la presse, avant même le premier coup de pressage, la presse aura un problème. Donc, je mets un mot d'ordre dessus, c'est-à-dire que pour l'installation, il est très important de suivre ce point blanc qui est sur le câble avec le point blanc qui est sur le boîtier. Voilà. Deuxième chose importante à savoir en rapport avec le boîtier. Donc là, nous sommes sur un boîtier light, d'accord? Donc c'est un boîtier standard. Il existe un autre boîtier qui est le boîtier smart. Je vous invite à voir d'autres webinaires qui parlent plus particulièrement des presses pour voir la différence entre les deux boîtiers. En tout cas, ce qui est important de savoir, dans le cas où vous avez une panne, donc vous vous servez de votre presse et du jour au lendemain, vous avez votre presse qui ne s'allume plus du tout. Vous allumez, en fait, vous appuyez sur le bouton on-off et vous voyez que même le bouton on-off ne s'allume plus. En fait, ce cas-là, en fait, c'est un cas qui peut arriver dans le cas d'une surtension de votre circuit électrique. Et ça, c'est un point important à surveiller, c'est-à-dire qu'en fonction de de l'installation électrique chez vous, il peut avoir des surtensions électriques et cette surtension électrique va causer la casse d'un fusible de sécurité qui se trouve à l'entrée du boîtier. D'accord? Donc que ce soit pour le boîtier Smart ou le boîtier Light, ils possèdent tous les deux des fusibles de sécurité qui vont permettre, en cas de surtension, de faire casser le fusible pour éviter de détériorer les éléments du boîtier. Donc, sur le boîtier Light, ça va être très simple, il va se situer juste en dessous de la prise d'alimentation. Alors, je vais juste demander si on voit bien de mon côté. On voit bien l'endroit du fusible et je vais vous montrer comment le sortir de l'endroit. Donc vous voyez là, nous avons la prise à l'arrière et juste en dessous, là, l'emplacement du fusible. Alors pour le déloger, très simple, d'accord? Pas besoin de réels outils, hein. Là je vais vous montrer, mais hop, tout simplement un petit tournevis. Dans tous les cas, il faut juste que ça soit un objet plat directement. Et en fait, je vais tirer, donc avec mon tournevis, je vais tirer l'emplacement. Et vous voyez, ça se déloge très facilement tout seul. Et là, je vais avoir tout simplement mon fusible. Pour savoir si mon fusible est encore en bon état ou si malheureusement il est à changer, très simple, je regarde le filament à l'intérieur, car il s'agit de fusibles en verre. Et on va voir qu'à l'intérieur, nous avons le filament qui est complet. Un fusible HS sera un filament qui est rompu, tout simplement. Donc si vous voyez que votre fusible est rompu, vous savez que c'est la cause de la panne de votre boîtier. Dans des cas où votre fusible est OK, mais que le boîtier ne s'allume pas, très régulièrement, ce qu'il se passe, c'est que le bouton ici s'allume, le bouton on-off s'allume, mais l'interface à l'avant, juste ici, ne s'allume pas. Et dans des cas comme celui-ci, il s'agit tout simplement d'ouvrir avec les 4 vis ici votre boîtier. Vous allez juste enlever la petite plaque de sécurité. Vous allez accéder à l'intérieur du boîtier et à l'intérieur, on va avoir un câblage vert qui, en fait, le câblage de l'interface, c'est un long câble qui va en fait être soit débranché, donc soit pendant le transport, par exemple, ça peut arriver, pendant le transport de chez nous à chez vous, ou même pendant la manutention, vous de votre côté. Ça se peut qu'à force, ça décale et à force, ça se débranche en fait. Et c'est ce qui fait que le boîtier s'allume, mais l'interface ne s'allume pas, tout simplement. Donc par rapport au boîtier, c'est les éléments importants à savoir, d'accord? Ensuite, par rapport à l'entretien de la machine. Alors, il y a différents points importants à savoir. Donc, on a pu voir ensemble le boîtier. Il y a également les vérins à surveiller, le châssis avec les vis, donc on verra insérer en fonction, et également le plateau chauffant et plateau inférieur. Alors, je vais commencer, on va dire, par le plus simple. On va commencer par le plateau inférieur. Votre plateau inférieur, c'est très important de savoir que si vous ne le protégez pas et qu'il est, on va dire, à nu, c'est-à-dire comme ici, je vais enlever la housse.
à force d'enfiler des textiles, vous risquez de détériorer votre mousse silicone qui est présente dessus. Donc là, vous voyez, on a mon plateau en 38-38 et en fait, on a notre mousse qui est posée dessus directement, hein, c'est la mousse. Et vous voyez qu'à force, en fait, avec le temps, la colle qui maintient cette mousse silicone va, avec la chaleur, fondre et du coup, en fait, ça va se décoller. Et donc, là, j'ai pris un exemple avec un plateau précis. Pour l'exemple, vous voyez bien que la mousse se décolle du plateau de base, l'armature en métal. En fait, si vous voulez, ça, quand ça arrive, ça peut causer des problèmes de disparité de pression. C'est-à-dire que si votre mousse, elle est plus affaissée d'un côté que de l'autre, ou voire même qu'à force d'enfiler, on arrache cette mousse, vous risquez d'avoir des problèmes de pose. Et donc, pour remédier à ce problème-là, que ça soit de la marque Transmatic ou de Secabo, hein, on y reviendra pour Transmatic, mais il existe des mousses silicone en accessoire sur notre site, de plusieurs formats différents. Là, notamment, j'ai le format 38-38, qui est le format identique à ma presse actuelle. Et donc, pour le changement de mousse, c'est très simple, pour le coup. Dans un premier temps, il vous faut retirer la première mousse. Donc, pour cela, je vous recommande d'utiliser une spatule directement. Vous décollez avec une spatule. Vous poncez votre plaque juste en dessous, votre plaque métallique, afin de la rendre la plus lisse possible. Et une fois que c'est fait, tout simplement, vous allez prendre votre mousse, coller la mousse avec un mastic en silicone, tout simplement. Donc là, je le monte sur la deuxième caméra. Et le laisser reposer toute une nuit sur l'envers. Ça va permettre de bien, on va dire, affaisser la mousse pour qu'elle soit bien fixée sur l'armature en métal. Et donc, sur le long terme, que ça ne se redécolle plus. Donc voilà, une fois que vous avez un plateau inférieur en bon état déjà, vous allez voir qu'en termes de pression, ça va être beaucoup plus simple, vous allez presser plus facilement. Et c'est également du gain d'espace, parce que forcément, si vous pressez à des endroits où il n'y a plus de mousse, ça va forcément poser problème. Pour protéger vos plateaux inférieurs, d'accord? Donc pour éviter de devoir faire ça régulièrement, hein. Bon après, quand je dis régulièrement, un changement de mousse, ça se fait tous les ans en fonction de l'entretien de votre presse, etc. Hein. C'est vraiment, si vous prenez soin de la machine et que vous utilisez des accessoires dédiés pour les protéger, vous n'aurez pas à le changer tous les 10 du mois. Hein. Ça va aller. Hein. Donc, pour éviter que justement, avec le textile, quand on enfile, que ça s'effrite. Solution, ça sera les accessoires de protection en téflon, comme ce qu'on a juste ici. Ça va permettre de protéger les bords et que quand on enfile un textile, ça soit directement sur la protection et non sur le plateau inférieur. Donc là, je vais la replacer directement pour vous montrer la différence. Donc en plus, elles sont faites au format, c'est-à-dire que vous avez vraiment toute taille de protection possible, dont notamment du coup les petites tailles de plateau également, hein, qui sont disponibles. Hop. Et voilà. Tac. Donc là, ma housse est fixée, et vous allez voir que du coup, maintenant, pour le plateau, quand je vais enfiler, ça ne va pas du tout impacter la mousse silicone. Donc ça, c'est vraiment un accessoire très important pour pouvoir sécuriser votre plateau inférieur. Une fois que le plateau inférieur est OK, une seconde chose que vous pouvez voir, c'est le plateau chauffant. Donc le plateau chauffant, ce qu'il faudra faire, c'est vérifier l'état de votre plateau chauffant. Pour cela, tout simple, hein, on n'a qu'à regarder une fois que la presse est froide, si vous avez des traces de marquage. Donc ça peut arriver que vous pressez malheureusement à l'envers, hein, ça peut arriver. Et donc du coup que le marquage va coller sur le plateau chauffant parce que vous avez oublié de mettre une protection en téflon par exemple ou un papier sulfurisé. Quand ça vous arrive, la première chose à faire, ça va être, si possible, prendre une spatule en métal et à chaud, donc bien faire attention parce que forcément vous risquez de vous brûler, mais à chaud, une fois de pouvoir décoller, donc avec une solution dégraissante, avec une spatule, tout doucement pour éviter de le rayer, mais retirer le surplus de transfert. Ça va vous permettre,
quand ça va refroidir, de pouvoir plus facilement retirer le restant de transfert. Parce que si vous attendez que tout refroidisse, un gros tape-là, ça va être beaucoup plus compliqué qu'à chaud. Donc, comme je vous ai expliqué, une solution dégraissante va permettre justement de retirer plus facilement tout ce qui va être les transferts collés sur le plateau chauffant. Et donc, un chiffon, hein, on va racler avec une spatule, voire des lames de cutter, hein, d'accord? On va y aller tout doucement pour retirer le surplus. Une fois que c'est fait, solution dégraissante. Et voilà. Donc, pour protéger votre plateau chauffant, pour éviter que cela vous arrive, et comme là ici, hein, on a des légères traces, pour éviter que cela vous arrive, tout simple, il existe différents accessoires. Le premier, le plus standard, ça va être le papier sulfurisé. Bien évidemment, le papier sulfurisé, si vous pensez à le mettre régulièrement, quand vous allez presser, même si vous pressez sur l'envers votre transfert, vous allez avoir le papier sulfurisé qui va protéger votre plateau chauffant. Malgré tout, il y a des accessoires qui sont plus ergonomiques, parce que l'inconvénient du papier sulfurisé, c'est qu'il a changé très régulièrement et à placer à chaque pressage. Il va exister des feuilles téflon, de deux manières différentes. La feuille téflon adhésive et non adhésive. Pour la non adhésive, tout simple, ça se présente comme un papier sulfurisé. Vous positionnez votre feuille téflon à chaque pressage et elle va avoir une durée de vie qui va être extrêmement beaucoup plus longue qu'un papier sulfurisé. Papier sulfurisé, on va faire 5 à 10 pressages au grand max avant de devoir la changer parce qu'elle n'a plus son pouvoir de thermorésistance. Alors que la feuille téflon, vous allez pouvoir la garder 1 à 2 ans en fonction de l'usage sans avoir à la changer. Donc ça, c'est un très bon rapport qualité-prix sur le long terme. Également, la version adhésive, si vous ne souhaitez pas à chaque pressage devoir à chaque fois placer votre feuille au-dessus du textile, il existe une version adhésive qui va se coller directement sur le plateau chauffant et ça va permettre, une fois posé, de ne plus avoir à penser à placer une feuille téflon ou un papier sulfurisé par exemple. Donc voilà. Également, deuxième chose à surveiller par rapport à votre machine, ça va se situer, alors, hop, ça va se situer juste sur le dessus du plateau chauffant, ça va être la plaque qui maintient, donc là, je vais essayer de voir sur la deuxième caméra, mais ça va être la plaque qui maintient ce plateau chauffant. En effet, il y a en tout 8 vis, d'accord, qui maintiennent ce plateau chauffant. Donc là, on va voir que le côté droit. Le côté gauche est strictement identique hein, pour la vidéo. Mais les petites vis qui sont présentes au niveau du plateau chauffant vont représenter les vis qui vont maintenir tout simplement le plateau chauffant à cette petite plaque de maintien. Donc celles-ci sont serrées au maximum pour pouvoir justement éviter tout écart. Si vous êtes trop serré d'un côté et pas de l'autre, ça va créer, en fait, la surface ne sera pas plane, elle va pencher d'un côté, ce qui risque de poser problème dans la pression. Et on a juste à côté les plus grandes vis. Celles-ci sont de base pas serrées jusqu'au bout, ce qui est normal, hein, il ne faut pas les serrer, il ne faut pas y toucher. Pourquoi? Parce que c'est elles qui vont interférer justement dans justement le penchement en fait, du plateau chauffant. C'est-à-dire que si je dévisse trop du côté droit ou que je visse, votre plateau va pencher vers l'opposé. C'est-à-dire que si plus je serre, plus il va pencher vers la gauche, et plus je desserre, plus il va pencher vers la droite. Donc ces grandes vis-là, il ne faut surtout pas y toucher quand vous recevez la machine. Ou alors, quand vous vous rendez compte qu'au bout de quelques années, votre plateau, il se décale, il penche un peu vers la gauche ou vers la droite, c'est justement ces vis-là qui sont à vérifier, quitte à serrer un côté plus que l'autre, pour justement redresser votre plateau et faire qu'il soit droit, tout simplement. Une autre chose à vérifier, ça sera la petite languette que vous avez juste là. Il y en a une de chaque côté, c'est ce qui fait que votre plateau ne va pas se déplacer énormément de gauche à droite. C'est normal qu'il y ait un jeu comme ici, d'accord? Il faut toujours qu'il y ait un jeu, c'est par rapport au vérin, en fait, hein, quand la presse va se redresser, c'est pour éviter que la force des vérins, justement, plie le châssis, donc, et que ça impacte également le plateau chauffant. Donc c'est bien normal qu'il y ait un jeu. Par contre, à force, ça peut arriver que ces languettes-là se tordent et en fait vont s'écarter du niveau extérieur du châssis. Ce qui va causer que votre plateau va vraiment se déplacer de gauche à droite énormément. Donc ça, c'est très simple. Hein. Vous prenez, soit vous pouvez le faire à la main, soit vous pouvez avec une pince, redresser ces languettes pour pouvoir être à bord de chaque côté et donc éviter ce jeu non essentiel, justement, au plateau chauffant par rapport au châssis.
Donc ça, c'est tous les éléments importants à savoir par rapport au plateau chauffant ainsi qu'au plateau inférieur. On va pouvoir passer au châssis et au vérin. Alors, par rapport au châssis, une chose que vous pouvez faire très régulièrement, ça va être tout simplement l'entretien du châssis. Comment ça se passe? C'est tout simplement, vous voyez de la poussière sur la machine, vous passez un coup de chiffon par semaine sur la machine, notamment au niveau du boîtier pour éviter qu'il y ait de la poussière qui s'accumule dedans. Ça va permettre de garantir une durée de vie beaucoup plus longue à votre machine. Pour le châssis, ça va surtout correspondre au niveau des éléments de l'électro-aimant. Et on va y revenir juste après en quoi c'est avantageux de pouvoir l'entretenir et de le nettoyer. Et pour le boîtier, ça va être pour surtout les composants électriques qui, eux, voilà, avec la poussière, peuvent se détériorer. Alors, une fois que votre coût de, voilà, on va dire l'entretien et le nettoyage de votre machine est fait, on va dire, une fois par semaine minimum, vous pouvez également vérifier que tous les éléments présents sur le châssis, les boulons, hein, les vis, rien ne bouge. D'accord? Donc, quand vous achetez la machine, vous avez forcément avec une clé de 13 et une clé BTR. Donc, c'est deux éléments qui sont inclus avec la machine. Et on va voir que sur cette machine-là, c'est vraiment les seuls éléments que vous avez besoin, au besoin, si vous devez réparer ou entretenir votre machine. Donc là, notamment, ici, on contrôle tout simplement si mes organes de santé sont serrés ou non. Donc là, je vais tout simplement regarder chaque point si tout est bien serré ou si justement ce n'est pas serré. Là, on voit que justement il y a du jeu. On va serrer, d'accord, pour éviter qu'il y ait du jeu. Et ça va permettre, quand vous contrôlez tous ces éléments, ça va permettre d'éviter qu'il y ait un jeu, que par exemple votre châssis ne tremble, ne bouge. Là notamment, on voit que ça bouge. Donc pour éviter ça, tout simplement, une fois par mois, de contrôler si tout va bien en termes de serrage de toutes les vis de votre châssis. Ça, c'est pas à faire toutes les semaines, hein. Tous les mois. Après, en fonction de l'utilisation, si vous faites énormément de marquage avec votre presse et cabot, en effet, là, ça peut être intéressant de resserrer toutes les semaines, mais de manière globale, vous pouvez tout simplement juste surveiller une fois par mois et ça conviendra parfaitement. En fait, les vis présentes peuvent se dévisser. Et en fait, ça, c'est tout simplement dû à force à l'usage, avec les vérins qui forcent et qui vont redresser le plateau chauffant. Forcément, avec les vibrations, ça peut décaler très légèrement les vis sur le long terme. C'est tout à fait normal que ça se dévisse légèrement. Voilà, donc, il ne faut pas s'inquiéter si vous vous rendez compte que voilà, cette vis-là, vous avez dû faire beaucoup de serrage parce qu'elle était énormément dévissée. Non, ça peut arriver parce que justement, en fonction de la pression que vous mettez sur votre machine, plus vous allez mettre de pression, plus il y a de risques que ces vis se dévissent, justement. Voilà, donc par rapport au châssis, deuxième chose à savoir, ça va être l'électro-aimant. Alors, sur ces presses, comme je l'ai expliqué, c'est des presses semi-automatiques. Ça va être des presses qui, à la fin du décompte, vont se relever toutes seules. Donc ça, c'est géré par un organe de la presse qui s'appelle l'électro-aimant. Cet électro-aimant se situe juste ici. Alors, je vais essayer de le pointer avec ma clé. Hop, et qu'on le voit bien avec la deuxième caméra. Je pense que... Alors, je vais juste confirmer qu'on voit bien de ce côté-là. En fait, c'est ça. C'est la plaque en métal que vous avez au niveau de la poignée qui va rester collée avec l'aimant que vous voyez juste ici. À la fin du décompte, l'aimant, donc le boîtier envoie l'information à l'aimant de se couper. Et en se coupant, ça redresse le plateau chauffant. Ce qui peut arriver, c'est qu'à force de presser, vous avez deux contacteurs blancs qui se trouvent juste ici. Et c'est eux qui vont donner le signal, finalement, à l'aimant de se verrouiller ou non. Ce qui peut arriver avec le temps, c'est que ces capteurs-là se bougent. Et s'ils ne sont plus parallèles l'un de l'autre, l'élément n'a plus l'information de se verrouiller. Et c'est ce qui cause que très souvent, et donc là je vais essayer de faire l'exemple, quand j'allume ma machine, très souvent, si je ferme et que les capteurs ne sont pas parallèles, elle va se relever, elle ne va même plus lancer le décompte. Alors que si je bouge mon capteur blanc et que je le mets en phase avec mon capteur du dessous, vous voyez que là, par contre, elle lance le décompte.
Donc ça, c'est bien à surveiller quand vous faites l'entretien de votre machine, de ces modèles-là. C'est la position de ces deux capteurs-là, hein, ces deux contacteurs blancs, de bien vérifier que ceux-ci soient tout simplement bien parallèles l'un de l'autre. Donc là, vous voyez, hop, par rapport à mon réglage, on serait bon. Et donc là, on a bien pu voir que cela fonctionnait à nouveau. Au besoin, si un jour, vous vous rendez compte que les deux contacteurs blancs sont tout simplement bien collés l'un de l'autre, sont bien parallèles, mais que le décompte ne se lance pas. Donc ça peut être un cas d'un électroaimant qui malheureusement a rendu l'âme ou d'un problème du boîtier. Donc pour savoir ça, dans tous les cas, vous pouvez tout simplement nous contacter. On va dire que dans la globalité des cas, c'est un problème d'électroaimant. Donc si c'est le cas et que vous devez changer l'électroaimant, on a fait une vidéo sur notre chaîne YouTube qui présente de A à Z comment changer cet aimant. Donc c'est assez simple, je ne vais pas le faire dans cette vidéo-là parce que ça prendrait quelques minutes et l'heure passe, j'ai envie de dire, il faut quand même que je présente la transmatique. Mais tout simplement, en fait, il y a une vis qui est présente sous cet aimant-là, qui est enlevée. Il y a un bouton d'arrêt d'urgence à retirer qui est dévissé tout simplement à la main. Et dernière chose, on a le contacteur blanc juste ici à retirer pour l'enlever. Donc sincèrement, c'est une opération qui va se faire en une trentaine de minutes, à 1 heure grand maximum, et va vous permettre de rétablir votre presse sur le long terme. Voilà, dernière chose à aborder sur cette machine, ça va être tout simplement les vérins. Alors pour ça, je vais décaler tout simplement la machine. Donc les vérins, comment savoir si ceux-ci sont en bon état ou à changer? Sur l'arrière de la machine, on a 2 vérins. Sur tous les modèles semi-automatiques, ça va se situer comme ça. Donc vos vérins, pour savoir si ceux-ci sont en bon état ou pas, tout simplement, déjà dans un premier temps, il faut voir leur position. En fait, sur ces presses semi-automatiques, très peu de gens le savent, mais il y a 4 positions de vérins possibles. Et celles-ci, en fait, tout simplement, se situent juste là. En fonction de leur position, vous allez avoir tout simplement plus ou moins de pression. Plus la position des vérins est haute, d'accord, donc plus elle est reculée par rapport à vous, plus la force de pression sera faible. Et donc là, on ne le voit pas parce que je suis un peu collé, mais en fait, la poignée, elle tombe directement. Par contre, si je place la position des vérins tout au bout, donc le plus vers moi, je vais le faire là en direct. Donc pour cela, je prends ma poignée de la presse, je lève vers le haut, et en levant vers le haut, en fait, les vérins vont bouger, tout simplement. Quand je place les vérins en dernière position, c'est là où la presse sera la plus forte et donc justement que la pression sera la plus forte. Donc déjà dans un premier temps, si vous voyez que la presse, même si quand vous mettez de la pression, elle ne se relève pas, c'est de vérifier la position de ces vérins. Si vous voyez qu'ils sont en dernière position et que vraiment les vérins, en fait, quand la presse remonte, la presse a du mal, elle remonte quasiment pas, tout ça. C'est les vérins qui, malheureusement, ont rendu l'âme et ne sont plus assez efficaces et seraient à changer. Donc, pour les changer, c'est très simple pour le coup. Juste ici, on a notre clé de 13 hein, qui toujours va nous rendre service. Ici. Et on va en prendre une deuxième pour dévisser là. Et en fait, on va pouvoir retirer donc la même chose en haut et en bas. Et en faisant cela, on va pouvoir retirer les vérins et les changer par des nouveaux. Donc, pour résumer avec cette presse-là, hein, mais pour le coup, ça va être des modèles qui vont être très simples d'entretien et de maintenance. C'est ça qui est vraiment bien. Et qui demandent très peu d'entretien, finalement. Donc, pour résumer par rapport au modèle Sekabo, dans un premier temps, au montage, bien faire attention au branchement du boîtier. Et ensuite, dans l'entretien, on va dire un entretien minimum toutes les semaines du nettoyage de votre machine et tous les mois d'un contrôle de la visserie de votre machine, de l'état de votre plateau chauffant et plateau inférieur, et enfin, tous les 6 à 1 an, l'entretien de vos vérins. Je ne l'ai pas abordé, mais vous pouvez tout à fait graisser vos vérins avec justement de la graisse haute température, mais je vais y revenir dans quelques instants avec un autre modèle. Mais on peut tout à fait avoir de la graisse haute température pour justement graisser vos vérins et fluidifier le mouvement en fait, à la remontée du plateau. Voilà, je vais redresser la machine Sekabo et on va pouvoir passer au modèle Transmatic. Alors, on verra que les modèles Transmatic demandent un peu plus d'entretien et un peu d'outillage.
Bon, c'est des machines qui sont un peu plus grandes, forcément, ça demande un peu plus d'entretien. Alors, même si le modèle électrique, on va le voir, hein, mais le modèle électrique est assez simple en entretien. Donc là, je suis sur le modèle Rev 5 SA. C'est un modèle, hop, double plateau électrique. Et donc, l'organe de santé qui va être le plus important sur cette machine, ça sera toujours le vérin, donc le vérin et moteur. Donc ça, cette partie-là, c'est une chose très importante. Il faut savoir que votre machine, le mieux à faire, c'est tous les ans de graisser le vérin en fait, de votre machine. Alors, comment graisser le vérin de la machine de la meilleure des manières? Déjà, dans un premier temps, au préalable, il vous faudra de la graisse haute température. C'est le plus important parce que si vous utilisez une graisse standard, le problème, c'est que vu que vous allez chauffer à 150, 160, 180, pour ceux qui font de la sublimation, forcément la graisse va s'évaporer. Et donc, ce que vous allez placer comme graisse ne servira à rien au bout de 5 pressages. Donc c'est bien important d'utiliser ces graisses haute température. Vous pouvez en trouver en magasin de bricolage ou en marketplace, hein, sans problème. Alors, comment ça se passe? Donc là, pour l'entretien de mon vérin, comment faire pour justement y accéder? Tout simple. Ici, on a un cache de sécurité. D'accord? Ce cache de sécurité, on peut le retirer avec la petite poignée qui est sur la droite. Donc pour cela, je dévisse, hein, très bêtement. Une fois que le cache est dévissé, on peut le retirer. Et là, on va voir que je vais accéder à une partie de mon vérin. Donc, là, on voit, hein, le plateau bouge, du coup, hein, forcément. Et là, on a accès au vérin. Donc, pour que le vérin, justement, on puisse presser, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement allumer la machine. Une fois qu'elle est démarrée, vous allez tout simplement presser. Donc là, on voit bien que du coup, le vérin est en position basse. Et une fois qu'elle presse, vous l'éteignez. Comme ça, là, ça vous permet tout simplement, avec un pinceau ou à la main, mais bon, vous risquez de vous salir, donc je vous conseille de faire ça au pinceau, de prendre votre graisse haute température et tout simplement de graisser votre vérin. Ça va vous permettre de garantir sa durée de vie sur le long terme. De la même part, alors là, je ne pourrais pas le montrer en vidéo, vous allez voir qu'en retirant les 4 vis, vous allez pouvoir faire exactement la même chose au niveau de l'entrée du vérin. Donc c'est assez simple, hein. On a le moteur et on voit le vérin qui s'ouvre au moment du verrouillage de la presse. Et donc c'est là que justement vous allez pouvoir graisser également la partie haute de votre machine. Donc une fois que c'est terminé, que vous avez graissé suffisamment, vous rallumez tout simplement la machine. Et quand elle va se rallumer, elle va automatiquement se relever elle-même. Et donc là, vous pouvez tout simplement replacer votre cache. Et la petite vis de sécurité. Donc là, hop, je place et je resserre. Une fois que ceci est fait, donc, on va dire que là, on a réalisé l'entretien qui est le plus important à faire annuellement sur la machine par rapport au reste. Donc, un peu du même fonctionnement qu'une Secabo, c'est le même raisonnement. On va avoir tout simplement toutes les semaines un entretien régulier à faire, le nettoyage de votre machine pour éviter les poussières, tout simplement. Un entretien du plateau chauffant. Donc là, pour cette protection, en fait, pour ce plateau chauffant, il y a une protection Téflon qui est incluse. Donc, bien vérifier l'état de votre protection de Téflon. Au besoin, si elle doit être changée, c'est très simple. On a 4 petits boulons juste ici sur les 2 parts du plateau chauffant. Il suffit juste de les dévisser. Vous allez pouvoir faire tomber la protection Téflon et vous allez pouvoir la changer par une neuve. Enfin, chose importante à vérifier également, ça va être vos plateaux inférieurs. Alors, pour cela, ce que vous pouvez vérifier, il y a plusieurs choses à vérifier. Dans un premier temps, comme pour la Secabo, vérifiez l'état de la mousse silicone, si elle est en bon état ou non. Donc, de même principe, il existera des mousses silicone pour pouvoir les échanger. Seconde chose très importante, les protections incluses de base seront des protections qui sont en Nomex.
C'est totalement possible de pouvoir les échanger par les téflons qu'on a vus juste avant avec la marque Secabo. Il n'y a aucun souci. Donc, ce qui est très important à vérifier, c'est si votre plateau inférieur n'a pas de jeu. C'est-à-dire que quand je m'amuse à le déplacer de gauche à droite, est-ce qu'il va bouger? Là, notamment, on voit que tout va bien, mais si c'est votre cas, ça peut être dû à deux choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon plateau inférieur. Je vais déjà, dans un premier temps, vérifier l'état du carré présent sur le dessous du plateau. En fait, si votre carré il est fixé par une vis, si votre carré est dévissé, forcément, il va bouger. Et donc, forcément, le plateau inférieur va avoir du jeu. Deuxième chose à vérifier, hop, tac, vous avez juste ici ce qui va faire office de support pour votre plateau inférieur. Très souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez une vis qui est située juste ici. Je vais juste voir si on voit bien la vis, en fait, sur ce support. Mais en fait, c'est très souvent cette vis-là qui va être la cause du problème. Parce que si je m'amuse à la dévisser, on va le voir, hein. Si je la dévisse, vous allez voir que le support va bouger énormément. Donc là, hop, je vais dévisser plus pour qu'on voit bien que vous exagérez. Et vous voyez, là, si je desserre, on voit bien que le support bouge. Et là, du coup, si je mets mon plateau, forcément, à peine je vais poser un textile, le plateau va bouger et ça ne va pas être agréable et pas précis pour les poses. Donc ça, c'est une chose à bien vérifier, bien faire attention justement à cette petite vis, bien vérifier de manière hebdomadaire, de bien l'avoir serrée pour éviter tout problème de vibration ou de gêne quand vous placez un textile ou un marquage. Donc là, vous voyez, je viens de resserrer, ça ne pose plus problème. Dernière chose à vérifier, ça va être les poignées de verrouillage. Donc, les poignées de verrouillage, ça va être les éléments qu'on va avoir à gauche et à droite. Donc, pour vous les montrer plus rapidement et plus simplement, je vais tout simplement retirer le support directement et vous le présenter hop, en dehors. Hop, voilà. Donc, pour les poignées, alors je vais juste voir par rapport aux caméras si je peux vous montrer sur la seconde caméra. Donc, les poignées, très simples, directement juste ici. Deux petites vis qui se situent, une à gauche, une à droite. Donc, si vous remarquez que quand vous verrouillez votre machine, vous voyez, vous avez hop, une petite partie qui doit s'ouvrir et bien se fermer. Des fois, ce qui arrive, c'est que quand vos poignées sont HS, même quand vous ouvrez comme là j'ai fait, vous avez toujours la partie qui doit rentrer qui reste en extérieur. Ce qui fait que votre plateau bougera toujours. Et quand vous fermez, justement, elle ne sort pas complètement. Donc là, on voit que les poignées sont en bon état, elles sont bien graissées. Ce que vous pouvez faire, de manière globale, vous pouvez graisser vos poignées avec la même graisse que vous avez utilisée pour le vérin, juste ici, pour justement entretenir les ressorts de vos poignets. Voilà. Donc, dernière chose très importante également à savoir par rapport au plateau inférieur, ça peut arriver qu'à force, en mettant énormément de pression, que votre plateau inférieur, justement, penche d'un côté. Et ça, c'est dû à une seule chose. Vous voyez le support juste ici, il est fixé par différentes vis qu'on va avoir juste là. On a 2 vis et 4 boulons. Très important de faire attention que votre surface soit bien plane. En fait, très souvent, ce qui arrive quand, à force de serrer, à force d'avoir trop de pression, et ben en fait, ça va automatiquement serrer ou desserrer une des deux parts. Et donc, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement visser pour redresser. Alors, moi, ce que je recommande, c'est de poser à plat et de mettre un niveau pour être sûr que votre surface reste plat de toutes parts. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr, une fois que vous allez replacer votre accessoire, d'être sur un plateau inférieur avec une surface bien plane et donc avoir une pression parfaite quand vous pressez. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une des choses qui est très importante à surveiller quand vous pressez. Donc ça, c'est au minimum tous les mois, d'accord? Ça ne bouge pas, mais c'est pour être sûr que vous avez bien une surface plane, vous êtes sûr de n'avoir aucun problème sur le long terme avec des pressions, de par exemple avoir sur un marquage d'eau, d'avoir la partie gauche du marquage qui va très bien, alors que bizarrement la partie droite ne convienne pas. Donc ça, c'est très souvent dû à ça sur ces modèles-là. Donc bien faire attention à cela. Donc on va le voir, mais hop, pour le replacer, très très simple. Autre chose qui est important à savoir sur ces modèles-là, quand vous mettez trop de pression, donc ça peut arriver, imaginons, vous mettez
Donc sur ces modèles-là, c'est en pourcentage de force. Vous mettez plus de 80% de force sur ces modèles, en plus sur des petits plateaux de taille 15-15, vous allez avoir une chose qui va se produire, votre presse va se bloquer en position basse, c'est-à-dire que le plateau chauffant va presser, mais il ne va plus se relever. Ça va être dû à une chose, ça va être dû à un fusible de sécurité, pareil également, qui va casser, en fait, pour éviter que le vérin ne force trop et casse tout, en fait, tout simplement. Donc, ce fusible, en fonction du modèle de votre presse, peut être situé soit à l'intérieur de la tête, soit juste derrière. Donc là, sur les derniers modèles les plus récents, c'est sur l'arrière. Hein. Après 2024, ils les ont passés sur l'arrière. Pour les modèles précédents, c'est à l'intérieur. Donc ça, pour éviter ce genre de problème et un fusible qui lâche, c'est très simple. Il faut tout simplement faire attention au pourcentage de pression que vous placez. Donc, pour résumer, il ne faut jamais, déjà de manière globale, il ne faudra jamais dépasser 80% de force sur cette presse. Pourquoi? Parce qu'au-delà, c'est contre-productif. Il faut s'imaginer que le plateau du dessus, hein, à ce pourcentage, c'est comme si le plateau du dessus passait en dessous du plateau inférieur. Donc, c'est beaucoup trop de pression. On serait l'équivalent à 5-6 bars pour un textile. Donc en plus, vous risquez même d'avoir des visuels trop marqués. Donc même esthétiquement sur le textile, ça risque de ne pas être beau. Vous allez avoir de la colle qui peut s'étaler autour du visuel. Donc il faut bien faire attention à ça. Et également, bien faire attention à que quand vous utilisez cette presse-là en pourcentage de force, plus vous allez utiliser un textile épais, du type de la parka, de la doudoune, des choses comme ça, moins il faut mettre de pression. D'accord? C'est justement, vu que le textile est épais, il n'y a pas besoin de mettre autant de pression qu'un textile fin comme un t-shirt polyester par exemple. Donc bien faire attention à ça. Une dernière chose, ça va être le plateau. En fait, on va avoir des plateaux 40-50. Donc en fait, c'est calculé comme ça. Si vous mettez 80% sur un 40-50 et 80% de force sur un plateau 15-15, ça n'aura rien à voir. Donc il faut bien faire attention à ça, dans le sens où 80% dans un plateau 15-15, ça serait l'équivalent de 160%, j'exagère, sur un plateau 40-50. Donc, quand vous utilisez un plateau 15-15, vous placez par contre entre 60 et 65% de force, grand maximum. Voilà. Donc, par rapport à l'entretien de la machine, on a pu voir les plateaux inférieurs avec justement, pour l'arrière, comment faire attention aux organes pour que le plateau inférieur soit bien droit. Pour le plateau chauffant, comme je vous ai dit, juste faire attention, c'est la protection Téflon qui serait à changer, donc à surveiller. Donc pour cela, plus simple, hein, c'est qu'on place le plateau chauffant au milieu, on passe notre tête en dessous et on regarde si tout va bien. Ce que vous pouvez faire également, petit coup de dépoussiérage, même dans l'intérieur de la tête, donc ça une fois par semaine, ça permet d'éviter d'accumuler de la poussière, c'est beaucoup mieux pour les organes électriques à l'intérieur. Dernière chose, une fois tous les 6 mois à 1 an, comme je vous ai dit, le graissage du vérin. Et ce que vous pouvez faire également, ça va être graisser différents éléments. Donc là, pour le déplacement de gauche à droite, vous pouvez graisser le bras qui est juste là. Hein. Donc 2 petites vis situées sur la gauche qui vont vous permettre de fluidifier le déplacement de gauche à droite. D'accord? Et également le graissage des poignées de verrouillage qu'on a vu juste en dessous. Donc pour le modèle électrique, ça va s'arrêter là en termes d'entretien. Donc on voit que ça reste très simple d'entretien. Ça ne nécessite pas énormément d'accessoires. Comme vous avez pu voir, là, j'ai juste utilisé, pour vous montrer en démo, cette clé BTR qui, en soi, vous avez juste besoin d'un jeu de clé BTR pour les 2 machines afin d'être tranquille et pouvoir l'entretenir vous-même. Dernière chose importante, là on est sur un modèle électrique, mais il existe également le modèle pneumatique, pour les connaisseurs, le modèle TS5PA, qui lui va demander un peu plus d'entretien et de rigueur par rapport à 3 choses. La première chose, ça va être le manomètre d'entrée. Donc c'est le manomètre d'air. C'est ce qui va relier tout simplement la machine au compresseur. Ça va être l'entrée du circuit d'air. Donc il faut savoir que ce manomètre d'entrée, il a une cuve de récupération. Donc c'est pour éviter que dans la machine, on récupère différentes choses comme de l'eau ou de l'huile en fonction de votre compresseur. Donc, ce qui est très important à vérifier, ça va être l'état de votre compresseur, déjà dans un premier temps. Est-ce que votre compresseur envoie uniquement de l'air? Est-ce qu'il n'envoie pas de l'eau? Est-ce qu'il n'envoie pas de l'huile? Donc, une fois que vous êtes sûr que votre compresseur soit fiable et en bon état, vous le raccordez au manomètre d'entrée. Le manomètre
une fois par semaine minimum, mais au grand minimum, vous vérifiez que cette cuve soit bien vide ou si elle est remplie, vous avez une petite vis à dévisser pour faire couler le liquide et l'enlever de la machine. Pourquoi c'est important? Il faut se rendre compte que si justement vous laissez cette eau et que ça s'accumule juste en haut, en fait ça va rentrer, c'est tout ce qui rentre dans la machine. Et là, si ça rentre dans la machine, il faut comprendre qu'il y a deux organes qui régulent le circuit d'air de votre machine, de gauche à droite et de haut en bas. Ça s'appelle les électrovannes. Et c'est celles-ci qui vont récupérer toute l'eau. C'est des organes électriques, donc forcément, les deux ne vont pas du tout bon ménage et donc vont casser. Et donc ça va vous éviter d'avoir de problèmes de changement d'électrovanne et ça peut arriver dès les 3 premiers mois d'utilisation de votre machine. Plus votre compresseur sera en mauvais état et enverra des mauvaises choses à part de l'air, plus il faudra changer rapidement vos électrovannes. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. Sinon, par rapport à l'électrique, exactement la même chose par rapport au graissage du vérin. Donc ça reste la même chose, c'est même encore plus simple. Il y a juste à graisser sur le dessous, même pas à graisser sur le dessus sur ce modèle-là. Donc de la même manière que je vous ai montré, en allumant la machine, en pressant, et quand elle commence à presser, on éteint la machine et on graisse. Pour les plateaux inférieurs, c'est exactement le même principe, parce que c'est le même châssis, donc c'est exactement le même principe que cette presse électrique. Et dernière chose, on a une petite poignée de verrouillage sur ce modèle pneumatique. Et ben, ça paraît tout bête, hein, mais c'est ce qui va avoir le plus de poussière en fait, au fil du temps. Donc, ça va être très important de vérifier quotidiennement qu'on n'a pas de la poussière dans cette poignée. Pourquoi? Parce qu'à force, en fait, dans cette poignée-là, il y a un petit contacteur. Et à force d'avoir de la poussière, bah, tout simplement, quand vous allez appuyer sur le contacteur, avec la poussière, ça va se bloquer et ça ne va plus fonctionner. Et donc, à force, bah, vous allez appuyer sur la pédale et il va falloir appuyer 2, 3, 4 fois avant qu'elle se déclenche réellement, parce qu'avec la poussière, ça fait des faux contacts. Voilà. J'en ai fini avec l'entretien, on va dire, de ces deux presses de manière globale. Donc, on va dire que ça va être vraiment, va vous permettre d'éviter le plus de problèmes possibles sur le moyen et long terme et en plus de garantir une durée de vie beaucoup plus longue à votre machine qu'une personne qui ne va pas l'entretenir. Si vous avez la moindre question, je vois qu'il va rester une dizaine de minutes, il ne faut surtout pas hésiter à me les poser en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir y répondre. Je vais pouvoir vous présenter pendant ces quelques minutes restantes quelques nouveaux accessoires qu'on a rajoutés sur notre site récemment. On va pouvoir commencer par le modèle de la Secabo. Donc, comme je vous ai dit au début du webinaire, je vous ai parlé en fait, d'un nouvel accessoire, un nouveau chariot pour la Secabo. Alors, on a eu beaucoup de demandes parce qu'à l'époque, en fait, sur la contrainte par rapport au placement des textiles sur ce modèle-là, on se plaignait souvent parce qu'on disait « Ah, bah, ce qui est dommage, c'est quand on enfile le textile, on a un risque de quand même se brûler les doigts parce qu'on est quand même assez proche du bout du plateau. » Et bien du coup, Secabo a créé un nouveau produit, le chariot tiroir. Donc, ça se présente comme un chariot basique, hein. On peut dévisser pour pouvoir retirer les plateaux et en mettre des nouveaux. Mais en nouvelle option, maintenant, ça permet surtout, comme vous voyez, de retirer le plateau de la zone de chauffe et de pouvoir poser tranquillement mon textile. Et une fois que mon textile et mon marquage est prêt, je pousse et j'ai plus qu'à presser. Donc ça, c'est vraiment un nouvel accessoire qui répond beaucoup à vos demandes, hein, parce qu'on vous écoute. Moi, j'ai souvent eu beaucoup de retours par rapport à ce problème-là. Ça va pouvoir régler beaucoup de problèmes, notamment aussi par rapport aux sécurités, hein, pour les personnes, pour justement les personnes qui vont utiliser les machines, pour éviter le moindre problème, le moindre risque. Cet accessoire-là, c'est vraiment un indispensable. Ça vous permet, en plus, vous voyez, hein, franchement, l'écart est très loin. Ça vous permet de travailler tranquillement, très simple. En plus, hein, vous voyez, hein, je ne force pas. Hop, ça rentre, et une fois que c'est prêt, j'arrive et je peux presser tranquillement. Voilà. Par rapport au Transmatic, j'ai également un nouvel accessoire qui va être vraiment, pour le coup, très sympa pour les gens qui font et du textile et de la casquette. Par contre, alors, il n'est pas compatible avec toutes les machines, notamment là, il ne sera pas compatible avec ce modèle-là électrique automatique, mais il peut être disponible pour d'autres machines. En fait, ça va être un accessoire de plateau casquette. Donc, comme je vous ai montré juste avant, ici on a notre support d'origine. En fait, on peut l'échanger pour un support casquette qui se trouve comme ça, tout simplement. Donc là, je place mon élément. Je serre exactement de la même manière. Et je vais avoir
mon élément chauffant juste ici, que je vais remplacer par le plateau chauffant de base. Alors là, ce qui fait que ça ne fonctionne pas, en fait, c'est tout simplement la connectique. On voit bien que la connectique n'est pas identique entre le plateau chauffant d'une Rev 5 SA et celui-là. En fait, ça va fonctionner notamment avec les modèles manuels, mais tout ce qui va être les modèles simple plateau ou double plateau manuel, mais également les modèles électriques automatiques. On va voir la Rev 3S, la Rev 2C. Voilà, c'est disponible sur différents modèles. Tout est renseigné sur le bon de commande sur notre site. Et si vous avez le moindre doute et la moindre question, il ne faut surtout pas hésiter à nous faire un mail ou un petit coup de fil. On va pouvoir vous aider au besoin très rapidement. Mais bon, là, ça vous permet de pouvoir enfiler des casquettes et de pouvoir faire vos casquettes avec la même machine. Donc ça vous évite d'avoir deux machines différentes. Ça existe en simple ou en modèle double. Donc là, j'ai mis un seul plateau, mais on peut très bien s'imaginer en avoir deux et pouvoir faire ça de gauche et à droite. Donc pour le coup, oui, ça peut être pas mal d'avoir une presse double plateau casquette. Bon, ça peut être très sympa. Donc, et en plus, là, juste en dessous, on a une petite poignée, en fait, à dévisser ou à visser pour pouvoir, tout simplement, pouvoir bouger votre espace de casquette. Ce qui va faire que, en fonction du type de casquette que je vais avoir, je vais pouvoir placer juste ici ou juste là pour pouvoir avoir le meilleur marquage possible. Et en plus, c'est totalement possible de retirer cette jeannette pour en avoir d'autres tailles différentes. Donc voilà, donc c'est vraiment un accessoire qu'on est content de pouvoir renseigner sur le site, qui va beaucoup également aider. On a eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Beaucoup de gens voulaient en fait un accessoire casquette pour ces transmatiques. Donc là, on l'a mis en place sur notre site. Et enfin, je vais pouvoir vous montrer également une petite nouveauté en termes de laser de positionnement. Donc ça va surtout beaucoup aider les gens voilà, qui veulent avoir un laser, mais en termes de budget, n'ont pas forcément le budget, ou tout simplement en termes d'utilisation, ça leur conviendra beaucoup mieux par rapport à leur machine. Donc là, je parle d'un laser qui va être aimantable et qui va pouvoir se poser sur tout type de presse. Alors, il va se présenter tout simplement comme ceci. C'est ce laser que nous avons juste là. En fait, ça va être un laser qui se branche tout simplement à un prix standard, qui va se brancher. On a un petit interrupteur juste ici. Et là, on a la partie aimantée. Ce qui fait qu'on va pouvoir l'aimanter à l'endroit qu'on souhaite, sans qu'il bouge. Et de pouvoir le poser sur tout type de presse. Donc là, je suis sur la transmatique. Si j'ai besoin, je le déplace, je le mets sur la C-Cabot, ainsi de suite. Comment ça marche dans l'utilisation? Hop, je place mon laser, j'ai mon bras ici métallique et j'allume mon laser et tout simplement après, je bouge mon bras pour pouvoir faire ma zone. Donc là, je le fais ici pour que vous voyez parce qu'à gauche, vous risquez de ne pas voir, mais tout simplement faire ma zone de croix. Et ce qui fait que, en termes de tarifs, on va y revenir juste après, mais on est très très intéressant. Et en plus, en termes de positionnement, c'est très simple, comme vous avez pu voir là. Au besoin, je peux le retirer. Je peux le replacer d'une autre manière. Et ça ne bouge pas. Hein. On peut bouger la machine, voilà. L'aimant qui est dessus est très très solide, donc ça a vraiment un gros pouvoir magnétique. C'est très difficile des fois de même le retirer, donc vraiment. Et comme je vous ai dit, le plus intéressant à savoir, c'est son prix. Donc par rapport aux autres lasers qu'on proposait à l'époque sur notre site, là en termes de prix, on est sur un prix de 69 € hors taxe. Donc vraiment, on est sur un prix qui est très bas par rapport aux autres lasers. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Imaginons que vous souhaitez en avoir deux pour un de chaque côté, c'est totalement possible. Hein. Vous posez votre premier marquage ici, votre premier laser ici, votre deuxième de l'autre côté, et ça vous permet d'enchaîner. Quand vous faites à gauche, hop, vous le positionnez de cette manière-là, vous pressez, vous décalez, hop, avec le laser de droite, je prépare la droite, ainsi de suite. Et ça vous permet d'avoir deux lasers comme ceci pour environ 120 €, 130 €. Alors que les autres lasers qu'on proposait, que ce soit de la marque Transmatic ou C-Cabot, on est sur des budgets qui sont beaucoup plus élevés, qui vont commencer à 200 €. Donc voilà, ça va permettre de pouvoir positionner de manière beaucoup plus simple.
Voilà, j'ai fait le tour sur les nouveautés accessoires, mais également sur comment bien entretenir, que ce soit le modèle électrique ou le modèle pneumatique de la Transmatic, mais également les modèles électriques de la marque Secabo. Je vois qu'il reste quelques minutes. Je vais juste attendre de savoir si vous avez quelques questions. Et au besoin, voilà, il ne faut surtout pas hésiter. Un petit mail, vous pouvez nous contacter par téléphone également. On sera ravis de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir vous aider. Et au besoin, si vous avez un problème avec les machines, comme j'ai abordé au début de live, si vous avez le moindre problème par rapport à vos machines, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. On peut déjà essayer de résoudre ça à distance. Ça peut arriver que voilà, on essaie de répondre à distance pour que ça résolve très rapidement votre problème, mais également de pouvoir voir aussi, tout simplement, pour récupérer la machine. Et une fois que la machine est récupérée, nous, nos techniciens sur place peuvent faire leur premier diagnostic. On vous envoie un devis de réparation. Et une fois que le devis est fait et que vous validiez, nous, on peut faire les réparations et vous la renvoyer. Donc ça peut être très rapide, mais même si vous avez besoin d'une manière très rapide, on peut vous faire une location de machine. Alors, je vois qu'il y a un commentaire. Alors, en plus, je ne l'ai pas de mon côté. Je vais essayer de regarder très rapidement. Est-il possible d'avoir des conseils pour le temps de pressage et température pour différents textiles? Alors, oui, tout à fait. Alors, ça, par rapport à ça, ça ne va pas dépendre forcément de la machine, ça va surtout dépendre de ce que vous pressez, d'accord? Et donc ça, pour ça, sur notre site, on va avoir tout simplement un PDF avec justement toutes les conditions de pose en fonction du type de transfert, mais également en fonction du type de textile. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de nous faire un mail très rapidement, là, à la fin de ce webinaire, vous demandez justement cette fiche-là, et on va pouvoir vous l'envoyer directement pour que justement ça réponde à la question. Parce que c'est vrai qu'en fonction du type de textile, en fonction du type de marquage, vous allez avoir différentes poses différentes et même des astuces de pose comme un pré-pressage en fonction du type de textile, mais également une seconde pose, on va dire, après avoir dépelliculé, mais vous le verrez, je reviendrai vers vous par mail par rapport à ça. Voilà. Et donc, j'ai également une dernière question, des marques de pressage. Et y a-t-il un moyen d'éviter ça? Surtout sur le textile foncé ou technique? Eh ben, vous avez tout résumé, en effet. Ces traces de marquage, malheureusement, apparaissent surtout sur tout ce qui va être les textiles techniques ou les textiles foncés. Alors, il y a des manières d'éviter ça, mais ce qu'il faut savoir de manière globale, c'est que c'est pas possible de les retirer à 100%. Il y aura forcément toujours des marques de chauffe. Donc, première chose à faire pour pouvoir atténuer ces traces de chauffe, ça va être de diminuer légèrement la pression. Donc je ne demande pas de retirer la pression puis mettre de pression, ce n'est pas le but parce que si vous allez avoir des problèmes de transfert, ça va être encore pire. Donc vous diminuez très légèrement quand même votre pression, vous utilisez des papiers sulfurisés, feuilles téflon, c'est encore plus recommandé pour justement atténuer également la trace de chauffe. Également, vous utilisez un plateau inférieur qui va être aux dimensions de votre visuel. Parce que très souvent, par exemple, vous placez sur un plateau 38-38 pour un visuel cœur qui va faire 7 par 7, bah, vous allez avoir le gros placard de traces de chauffe alors que vous aurez pu juste avoir un petit carré de traces de chauffe et vous aurez eu beaucoup moins de traces. Dernière chose, il faut savoir qu'au bout d'un lavage, ou 2-3 lavages grand maximum, ça disparaît. Hein. C'est vraiment que pendant la pose qu'on remarque ça. Il existe des accessoires par rapport aux ces traces de chauffe, ça va être les plateaux membranes. Donc en fait, c'est un plateau qui va gonfler et prendre la forme du textile. Ça va vraiment permettre d'atténuer ces traces de chauffe. Donc ça existe sur les modèles Secabo, un plateau membrane à la main, c'est à vous de gonfler. Ça n'existe pas chez Transmatic, mais il existe un modèle pneumatique de la marque Drugtech qu'on présente également, qu'on vend également, qui vraiment permet, en fait, avec une jeannette qui va gonfler, d'atténuer, voire quasiment de faire disparaître ces traces de chauffe. Voilà, j'espère pouvoir répondu à cette demande-là. Je vois qu'on est sur la fin, donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est tout simplement de nous contacter par mail ou par téléphone si vous avez la moindre question. Vous pourrez également, à la rediffusion, si vous le souhaitez, faire des petits commentaires et on sera plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous retrouve très prochainement pour un prochain webinaire. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bonne journée à vous.